crois que nous allons commencer. Je voudrais d'abord remercier le public de nous avoir rejoints sous la paillote. Nous venons d'inaugurer une exposition d'art contemporain dans la pièce à côté. Ce débat d'idées, qui est consacré aux femmes souveraines, emblématiques d'hier et d'aujourd'hui au Bénin, sera organisé en deux parties. Dans un premier temps, nous rendrons hommage à Hélène d'Almeida Topor, historienne de l'Afrique, et tout particulièrement du Bénin, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et nous échangerons avec vous, Fabrice d'Almeida. Vous êtes également historien et vous avez bien voulu accepter de nous parler, d'échanger quelques souvenirs avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci à vous, merci à vous. Dans un second temps, nous démarrerons le débat d'idées avec trois experts. Alors j'utilise le mot expert parce qu'il y a des historiens, sociologues, muséologues, universitaires qui nous feront revivre des femmes qui se sont illustrées au Bénin du XVIIIe siècle à nos jours. Voilà. Mais tout d'abord, pour se rendre cet hommage à Hélène d'Almeida Topor, Fabrice d'Almeida, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut de Presse. Vous êtes le fils d'Hélène d'Almeida Topor. À Assas. Assas, voilà. Vous êtes le fils d'Hélène d'Almeida Topor. Merci infiniment de votre présence à cette rencontre. Alors, la figure d'Hélène d'Almeida Topor, nous avons exposé quelques photos sur un écran à côté, ainsi que la couverture de son livre qui a marqué le Bénin, un de ses livres qui a notamment marqué le Bénin, Les Amazones. Je voudrais vous poser une première question. À quelle occasion et dans quelles conditions votre mère a-t-elle découvert le Bénin ? Ma mère et le Bénin, c'est une histoire d'amour, dans les deux sens du terme, puisqu'il se trouve que ma mère a rencontré dans le quartier latin. On dit souvent que le Bénin, d'ailleurs, c'est le quartier latin de l'Afrique, mais il se trouve qu'il y avait des Béninois qui étaient dans le quartier latin à Paris. Et c'était le cas de mon père, Francis d'Almeida, qui, à l'époque, faisait des études d'ingénieur en agronomie. Et donc, ils se sont rencontrés, j'allais dire, comme tant de jeunes gens, pas dans un maquis, mais dans un café. Et ils ont discuté. Ma mère était à l'époque une jeune professeure. Elle venait tout juste de réussir le concours de l'agrégation d'histoire. Et donc, elle s'est éprise de cet homme. Et ils ont décidé, après quelques temps, de venir vivre, alors que l'indépendance allait être proclamée, de venir vivre au Bénin. Et donc, c'est avec l'indépendance qu'elle arrive dans ce pays. Et ce qui est d'une certaine manière une forme de clin d'œil de l'histoire, elle s'est éteinte au moment précisément où on fêtait le 60e anniversaire de l'indépendance de ce qui était à l'époque le Dahomey. Merci. Voilà, donc à partir de là, elle vient dans ce pays et elle va être fascinée, extrêmement bien accueillie. Elle m'a toujours parlé de l'accueil dans sa belle famille et plus largement de l'accueil des Béninois et des amis avec lesquels elle a noué des relations fortes et durables. Alors, je voudrais juste signaler que parmi les trois photos qui sont présentées, il y a une photo de votre mère, de votre père et je crois de votre sœur. Voilà, qui naît peu après son arrivée au Bénin et donc qui est cette petite fille qui aujourd'hui est une femme d'un certain âge puisqu'elle-même, je crois, atteint 60 ans. Donc, vous voyez, le chiffre va compter dans cette séance. Alors, pourquoi cet intérêt pour les Amazones et comment, dans quel contexte a-t-elle découvert ces Amazones ? Elle a été une des premières à en parler sous l'angle de la recherche. Et comment est-ce qu'elle a procédé ? Alors, maman, au départ, elle commence c'est quelqu'un qui vient d'une histoire très particulière. Elle vient de l'histoire du socialisme. Elle a été membre du Parti communiste jusqu'en 1956. Elle a rompu avec le Parti communiste au moment où a lieu le 20e congrès du Parti communiste et ce qu'on a appelé le rapport Khrouchtchev. À ce moment-là, elle a vraiment le sentiment que ce parti avait une façade qui ne correspondait pas à ce qu'il était en réalité. Donc, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui a un souci du social. Et elle avait commencé à travailler avec un grand historien de l'Université de Paris qui s'appelait Ernest Labrousse. Elle avait commencé à travailler sur les femmes socialistes. Elle a fait son mémoire de ce qu'on appelait à l'époque le DES, le diplôme d'études supérieures. Aujourd'hui, on dirait son master 1. Elle a fait son mémoire sur les femmes de l'Internationale socialiste. Donc, elle est, d'une certaine manière,
elle est une des premières à s'être posé la question des femmes dans l'histoire et à avoir voulu montrer à quel point il y avait une spécificité. Je dis ça parce qu'ensuite, quand elle va au Bénin, elle change complètement son fusil d'épaule. Elle se dit qu'elle veut faire de l'histoire économique parce que pour elle, c'est l'histoire scientifique, la plus scientifique, c'est-à-dire une histoire sérielle avec des comptes. Et il se trouve qu'elle va découvrir dans la famille qui l'accueille, dans la famille d'Almeida, qui est elle-même liée à une autre grande famille béninoise, dahoméenne, la famille des Marcos. Elle va trouver des archives, et notamment la famille Marcos a, à la fin du 19e siècle, un boulanger qui a gardé toutes ces séries d'achats de blé, de vente de pain, de vente de prix, et qui a gardé tous ces comptes dans des petits cahiers, dans des feuilles. Et donc, elle retrouve ça, et ça lui donne l'idée qu'il faut faire l'histoire économique du Dahomey. Il faut faire l'histoire économique de ce pays pour montrer comment la colonisation a brisé une certaine dynamique de développement et a introduit des relations de dépendance vis-à-vis de la métropole. Ça, c'est une des thèses fortes qu'elle a, c'est l'idée qu'il y a un échange inégal dans la colonisation. Alors, je vous dis ça, mais très vite, elle commence à rentrer dans l'histoire concrète de cette économie. Je vous ai parlé de Marcos comme boulanger, et donc elle commence à mener des entretiens avec des acteurs de la vie économique, des anciens responsables du port, des anciens responsables de régions administratives, et petit à petit, comme ça, elle rencontre des gens, et elle croise des profils. Elle croise des profils de femmes dont certaines, on lui dit qu'elles sont folles, et dont certaines, on lui dit, elles sont folles parce que ce sont de très vieilles dames qui sont des anciennes Amazones. Alors peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était faux, mais elle commence à discuter avec ces femmes et elle se rend compte que certaines d'entre elles lui parlent de tradition guerrière, lui parlent de la femme combattante, et à partir de là, elle commence à se dire qu'il y a un sujet qui est extrêmement fort et fascinant, qui est l'idée qu'il ait pu y avoir une armée d'élite de femmes dans un État précolonial. C'est-à-dire que ça casse toute l'image qu'on a des sociétés précoloniales, qui sont des sociétés à dominante masculine, ultra machistes, où les femmes n'ont pas de place, où elles sont simplement exploitées. Elle va montrer qu'il y a une place des femmes, il y a une dignité des femmes, qu'il y a des combattantes, qu'il y a des femmes qui s'autonomisent, qu'il y a des reines. Voilà tout un tas de thèmes que vous retrouvez. Et donc, elle va se dire que cette question des Amazones est cruciale. Et c'est comme ça qu'elle commence à accumuler une documentation, à chercher dans les archives, à chercher au moment de la conquête comment se déroulent les combats contre les Amazones. Et bref, à faire ce livre qui est à la fois une histoire qui pourrait paraître une histoire militaire, mais qui est en même temps une histoire sociale, puisqu'elle réussit à montrer qu'il y a un mécanisme de recrutement qui, au fond, consiste à prendre les femmes les plus rebelles pour les mettre dans cette unité militaire où elles ont une autonomie et où elles ont une capacité policière. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi intervenir en matière de justice et en matière de répression. Donc une garde personnelle, une unité d'élite et en même temps, comme souvent, une armée qui remplit une fonction d'ordre dans cette société. Alors, du Dahomey au Dahomey, elle va devenir, bien au-delà, une historienne de l'Afrique et contribuer à écrire ou à réécrire certaines pages de l'Afrique avec d'autres historiennes. Je pense notamment à Catherine Cockry-Widrovich. Vous pouvez nous parler de cette période ? Oui, c'est très, très juste. Il y a plusieurs générations maintenant d'historiens de l'Afrique. Il y a eu la génération, j'allais dire, des anciens administrateurs coloniaux qui commencent à écrire dans les années 30, qui font pour l'essentiel une histoire coloniale. Il y a quelques historiens qui commencent à parler de la question de la domination en Afrique, des gens comme Brunswick à l'école des hautes études, qui vont commencer à poser la question des Noirs et des Blancs. Donc à montrer comment la question raciale rentre en interférence avec le différent économique. Et puis, il y a une génération nouvelle qui vient après, avec des femmes, beaucoup de femmes, qui sont des femmes qui vont poser de nouvelles questions, les questions d'histoire économique, comme ma mère, Hélène d'Almeida Topor, comme Catherine Cockry-Widrovich, les questions ethniques et les questions anthropologiques, comme va le faire Claude-Hélène Perrault sur un territoire voisin, la Côte d'Ivoire. Et elles-mêmes, d'ailleurs, vont accoucher d'une génération de femmes historiennes comme Odile Goerg, comme Monique Lacroum,
qui vont reprendre par la suite leurs travaux, aller plus loin, aller dans d'autres pistes, explorer d'autres pistes. Mais ce qu'il y a de très frappant, c'est que en fait, ces femmes sont des femmes de terrain. Et ça, c'est très intéressant et très important. Catherine Coquery, elle est allée énormément en Afrique, elle y a vécu comme ma mère. Et ce sont des femmes qui sont parfois restées 10, parfois 15 ans, ou Josette Rivalin, en Afrique, et qui donc ont eu une action... Claude-Hélène Perrault également. Une action d'intellectuel, mais qui est une réelle action de formateur et d'acteur social. Je dis ça parce que ma mère arrive en Afrique par amour, mais son métier, c'est d'être professeur. Et elle est la première agrégée, en fait, à venir enseigner dans le Dahomey du début de 1960. Et c'est ce qui fait qu'elle est un peu un loup blanc. Et elle se retrouve, cette jeune femme, il faut imaginer, hein, c'est une toute petite femme, ma mère. Elle faisait 1m49. Donc vous voyez, vous l'imaginez avec tous ces hommes. Les lycées à l'époque n'étaient pas mixtes, donc elle se retrouve au lycée Béhanzin où il y a des garçons, de grands garçons. Mais c'est une femme très autoritaire, il faut le dire, je peux en témoigner. Et donc elle arrive à imposer son savoir, sa position, et elle va justement vouloir que les lycéens du lycée Béhanzin aient leur diplôme et leur premier bac. Elle fait passer le premier bac du Bénin, enfin du Dahomey de l'époque. Donc c'est les premiers diplômés bacheliers dahoméens qu'elle va diplômer. Elle le fait passer, elle demande à être en toge. Justement, vous avez cette photo sur fond de ciel bleu africain, où elle siège avec sa toge de professeur de lettres, avec son foulard jaune et ses hermines de licencié. Donc, vous avez cette dimension-là qui est très importante, et elle va ensuite travailler à l'Université du Bénin-Niger, qui est à Lomé, et donc, ce qui fait qu'elle va, là encore, fonder le département d'histoire. C'est une autre aventure, parce que ça veut dire qu'on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les pays d'Afrique gagnent leur autonomie intellectuelle, qu'ils fournissent leurs propres savants, leurs propres intellectuels, et qu'ils fourbissent leurs propres armes. Et pour ma mère, c'est ça l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, c'est pas que elle, entre guillemets, elle vienne là faire carrière, mais c'est qu'elle vienne dans un pays et que dans ce pays qu'il a adopté et qu'elle a adopté, eh bien, il y ait une nouvelle élite intellectuelle qui permette de développer ces pays, parce qu'on était dans cette idée-là, dans l'idée qu'on allait pouvoir faire de ces jeunes nations des pays heureux, prospères, et à l'époque, en tout cas au début on y croit, après dans le courant des années 60 les choses se gâtent, démocratiques. Et c'est toute la question, elle va vivre un grand nombre de coups d'État en fait en une décennie. Oui, je voudrais justement sur la lancée de ce que vous venez de nous dire, que vous évoquiez ces engagements un peu plus personnels, notamment le féminisme, l'anticolonialisme, puisqu'elle était très engagée sur ces thématiques. Alors l'anticolonialisme, vous avez compris qu'il va d'une certaine manière de soi. Elle avait milité contre la guerre d'Algérie, il faut s'en souvenir. Elle fait partie de ces gens qui étaient liés au Parti communiste, donc qui gardaient le sentiment que ce qui se jouait pendant la guerre d'Algérie et plus largement pendant les affrontements de la décolonisation, eh bien, en fait, c'était le maintien d'une injustice. Donc, elle a eu une position très, très claire, très, j'allais dire, radicale et sans concession là-dessus. Elle a participé, elle me racontait des manifestations à la fin des années 50. Et donc, jeune étudiante, elle va manifester. Puis, comme c'est une jeune femme, à l'époque, les jeunes femmes mettaient des chaussures à talons et allaient manifester en jupe. Et donc, évidemment, elle se retrouve prise dans un mouvement de foule. On se met à courir et elle se retrouve un peu isolée. Et elle continue de courir. Et là, elle perd sa chaussure. Et elle se retourne pour essayer en se disant, il faut que je retourne prendre ma chaussure. Et là, elle voit un CRS qui montre la chaussure et qui lui fait le petit signe « Reviens ». Elle a abandonné sa chaussure. Voilà. Et donc, elle a eu cet engagement. Après l'engagement féministe, c'est une deuxième cause. Mais j'allais dire, c'est une cause dans laquelle elle a plus été dans la dimension de la conquête que dans la dimension de la demande de quotas. Je m'explique, toutes ces femmes de cette génération-là, que ce soit Gisèle Halimi, Catherine Coquery, que j'ai déjà mentionné,
ce sont des femmes qui ont le sentiment qu'il faut qu'elles soient meilleures pour réussir. Ce n'est pas des femmes qui disent « il y a une inégalité, il faut nous réserver des places ». C'est des femmes qui disent « on va battre les hommes ». C'est comme ça qu'elles raisonnent. Il y a une compétition, on va être meilleur, on va prendre les postes. Et c'est vrai que c'est compliqué pour une vie de femme quand on est mère, qu'on a 2 enfants, qu'on a un mari qui est d'abord très actif, puis absent. C'est compliqué de mener une carrière. Et donc, elle va avoir une recherche qui va être en partie ralentie par ses enfants. Donc, je plaide coupable, mais elle va réussir à faire une thèse et donc à avoir une carrière très importante et finir par être la directrice du laboratoire de recherche sur l'Afrique de l'Université de la Sorbonne, Paris 1, et par être la présidente de la revue d'histoire d'outre-mer pendant une décennie. Donc, elle a réussi, au fond, à prendre la place, mais comme elle disait et comme le disait un certain nombre de ses camarades à l'époque, elle ne mendiait rien. Elles prenaient ce qu'elles avaient à prendre. Et c'est cette dimension, j'allais dire, d'activité conquérante qui me semble très importante parce que derrière ça, je pense qu'il y avait toute une pensée de l'égalité qui ne se donne pas, mais qui se conquiert. Ça peut paraître, vu de nos jours, quelque chose d'un peu brutal, mais c'était des gens qui voyaient beaucoup le monde en termes de rapport de force. Et donc, leur idée et leur idéologie, c'était qu'il fallait changer les rapports de force pour obtenir l'égalité et pas modifier simplement une loi pour acquérir une position. Je vous remercie infiniment. Nous allons nous poursuivre ce débat sur ces femmes qui ne mendient rien. Est-ce que vous aviez un dernier élément que vous souhaitiez partager avec nous ? Je voulais un petit mot, juste un petit mot pour conclure. Je suis extrêmement touché, vraiment extrêmement touché, que vous ayez pensé à ma mère et que vous ayez tous, qui êtes présents dans cette salle aujourd'hui, accepté de participer à cet hommage. C'est une chose qui me touche personnellement, mais au-delà de ça, je crois que vous faites une action importante en rappelant ces liens très charnels que le Bénin a avec la France et dont je suis involontairement un témoignage. Je vous remercie tous. Merci infiniment. Bonne soirée à tous, à très bientôt, j'espère. Adjiro